Excellence, Monsieur le Président de la République, merci de recevoir Equinox Télévision en Centrafrique. Nous vous remercions pour cet entretien que vous avez bien voulu nous accorder en exclusivité. Je serai accompagné de mes deux collaborateurs, Cédric Nouffelé, rédacteur en chef, Serge Alain Autou, directeur des programmes. Monsieur le Président de la République, à l'aube de votre prise de fonction lors de votre discours inaugural, vous aviez promis aux Centrafricains un mieux-être. À l'orée de ce premier mandat, qu'en est-il exactement? Avez-vous réussi à transformer la Centrafrique et à donner aux Centrafricains le Bangui nouveau dont vous rêviez? Merci beaucoup, merci de l'opportunité que vous me donnez pour parler un peu du parcours ou du mandat qui va s'achever, si je comprends bien. Je voudrais vraiment sincèrement vous remercier de cette opportunité. Comme vous le savez, le peuple centrafricain en 2016 m'a fait confiance sur la base d'un projet de société. Et ce projet de société a reçu vraiment leur soutien. Et c'est fort de cela que j'ai engagé des actions pour mettre en œuvre ce projet de société. Vous me posez de savoir qu'est-ce qu'il en est. Et il faut tout d'abord savoir où est-ce qu'on était en 2015-2016. Donc j'ai hérité, comme vous le savez, nous sortons de crise, d'une grave crise dans la mémoire de Centrafrique. On n'a pas connu une crise aussi violente. Pour circuler de Bangui dans l'arrière-pays, c'était difficile, il y avait des barrières partout. En quelque sorte, c'était un chaos, un état vraiment dans une situation chaotique. Et là, il fallait tout faire pour retrouver, redonner l'espoir aux Centrafricains. Et cet espoir passait nécessairement par leur priorité, c'est-à-dire la paix et la sécurité. Est-ce que vous avez réussi à apporter la paix? J'en viens. Je suis en train de vous dépeindre la situation que nous avons connue. Et donc il fallait travailler dans ce sens pour redonner l'espoir à notre peuple, aux Centrafricains. Et c'est ce que nous avons essayé de faire. Et au jour d'aujourd'hui, nous pensons qu'il y a eu des grandes avancées. Il y a encore des grands défis, j'espère qu'on en parlera, mais il y a beaucoup d'avancées par rapport à la situation dans laquelle on s'est trouvé. Vous êtes là à Bangui, vous pouvez circuler. Vous avez vu, si vous étiez là à l'époque, vous devez faire un peu, regarder ce qui était avant et aujourd'hui. Il y a eu des avancées, beaucoup. Et d'ailleurs, le commun des Centrafricains va vous le dire, qu'il y a eu des avancées. C'est vrai, il y a encore des défis, beaucoup de défis. Et c'est pour cela que j'ai demandé, avec le soutien de mon parti, de demander encore les suffrages de nos compatriotes pour poursuivre ce que nous avons commencé et qui semble être en bonne voie. Nous avons parlé, par exemple, vous me posez la question sur l'aspect sécuritaire, mais nous avons travaillé dans ce sens-là. Vous savez, aujourd'hui, nous avons reconstruit, notre armée est complètement en reconstruction. De cela, nous allons en parler avec Serge Alain Autou, qui va s'intéresser à cette question, Monsieur le Président. D'accord, d'accord. Justement, Monsieur le Président, vous étiez, il y a eu à Khartoum les accords de paix entre le gouvernement et 14 groupes armés. Et aujourd'hui, on constate que ces accords sont constamment violés. Qu'est-ce que le président candidat, Touadéra, envisage de faire pour qu'on ne parle plus de groupes armés en Centrafrique? J'allais poursuivre quand vous m'avez interrompu sur cette question, parce que pour parler de sécurité, il y avait les groupes armés. Il n'y en a plus? Non, il y a encore. J'en viens. Donc, il fallait un dialogue. Il fallait discuter. C'était la suite
du forum de Bangui en 2015. Du forum de Bangui, les groupes armés se sont engagés pour un programme de désarmement et tous sont signés. Donc, je me suis retrouvé avec 14 groupes armés et avec un processus qu'il fallait définir les stratégies pour qu'on aille au désarmement. Alors, pour aller à ce désarmement, il faut absolument un accord avec eux. Il faut créer les conditions pour ce désarmement. Et ça nous a pris plus de 3 ans. Et nous sommes arrivés le 6 février 2019 avec un accord politique pour la paix et la réconciliation. Évidemment, qui dit accord ne veut pas dire systématiquement paix. Il faut un travail. Nous nous sommes engagés. Le gouvernement, dans le cadre de cet accord, a 21 engagements à respecter, à mettre en œuvre. Les groupes armés en ont 10. Et donc, nous sommes en train de travailler. Et je pense que dans le cadre de cet accord, c'est aujourd'hui l'instrument qui va nous permettre d'aller véritablement vers la paix. C'est un accord qui, c'est vrai, a peut-être ses faiblesses et autres, mais aujourd'hui, c'est le seul chemin qui va nous permettre d'aller vers la paix avec nos frères qui ont pris les armes et que nous invitons à revenir dans la République. Est-ce que vous leur présentez assez de gages? Pardon? Vous présentez assez de gages à ces groupes armés pour qu'ils déposent les armes? Je vous ai dit que nous avons signé des accords. Oui. Un accord. Et il y a des engagements de part et d'autre. C'est dans cet accord-là, c'est dans la mise en œuvre que chaque partie va devoir... Évidemment, vous avez mentionné que cet accord est régulièrement violé et tout, et c'est ce que nous déplorons. Nous avons créé un mécanisme, l'article 34 et l'article 35, qui justement règle un certain nombre de questions. Mais je vous dis que ce n'est pas parce qu'on a signé un accord aujourd'hui qu'on aura la paix aujourd'hui. Il faut du travail. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous poursuivons, nous dialoguons. Quand il y a des cas de violation, les responsables sont invités avec les garants et les facilitateurs pour voir et pour attirer leur attention sur ce que les actes qu'ils posent et qui sont contraires à ce que nous nous sommes engagés. Du côté du gouvernement, nous faisons tout, nous travaillons pour que les engagements que nous avons pris face aux groupes armés et face aussi à la communauté internationale, parce que cet accord a été signé sous l'égide de la communauté internationale. Je vous rappelle que c'est l'Union africaine qui a été mandatée au nom des autres organisations de conduire ces accords. Donc, je peux vous dire que nous travaillons dans ce sens. Aujourd'hui, il y a des opérations de désarmement qui se font à l'intérieur du pays, à l'ouest, au nord-est, avec cet homme de groupes armés. D'autres viennent de donner leur liste. On continue de travailler avec l'unité d'exécution du programme DDR. Donc, je peux dire aujourd'hui que ce programme avance. Mais il y a encore des défis sur lesquels on doit travailler. Il y a tellement de défis, Monsieur le Président de la République, que au-delà de l'aspect sécuritaire, on voit quand même les fruits qui commencent à germer de cette réconciliation en marche, de ce dialogue que vous avez instauré, d'où les immeubles qu'on commence à voir poindre dans Bangui, ce qui était déjà devenu un rêve pour beaucoup. Mais Monsieur le Président, nous allons poursuivre sur ce terrain avec Cédric Noufélé qui s'intéressera à ces questions sécuritaires pour poursuivre. Oui. Monsieur le Président, le 1er décembre 2020, vous avez adressé un message à la nation à l'occasion de la fête de l'indépendance. Vous déclarez que la République centrafricaine fait figure d'un État divisé où l'exacerbation des tensions constitue une menace pour l'intégrité du territoire et pour l'unité du pays. Est-ce que ces propos, Monsieur le Président, traduisent une difficulté que vous avez rencontrée à pouvoir pacifier la Centrafrique? Pourtant, c'était votre premier défi dès 2016, dès votre prise de fonction en tant que chef d'État. Non, je rappelais dans ce discours ce que j'ai trouvé, la situation que j'ai héritée d'un pays. Il y avait beaucoup de difficultés, il y avait cette division. Et il y avait tous les problèmes que vous évoquez et que j'ai présentés. N'oublions pas que c'est, pour le 1er décembre, c'est le tout dernier de mon
de mon mandat. Et il fallait, il fallait donc présenter cette situation au peuple centrafricain pour qu'ils voient où est-ce qu'on était et actuellement où est-ce que nous sommes. Et qu'est-ce qu'on attend, l'avenir, les perspectives. C'est dans ce sens que j'ai fait ça. Mais je vous dis qu'il y a eu beaucoup d'avancées sur ça. Nous avons signé des accords. Il y a aujourd'hui des différentes commissions qui se mettent en place dans le cadre de la réconciliation. D'ailleurs, la commission Vérité, Justice et Réconciliation se met progressivement en marche. Nous avons une justice qui est en reconstruction. Vous voyez, avec la Cour pénale spéciale, les autres juridictions qui fonctionnent. Nous avons notre armée qui est en pleine reconstruction, qui a une montée en puissance, avec une vision très claire, avec un plan national de défense et aussi une loi de programmation pour donner les moyens. Nous avons les forces de défense et de sécurité intérieure pour la proximité, la sécurité de proximité pour nos situations. Tout ça, mais est-ce que ces forces armées ont les moyens et les ressources nécessaires pour faire face à cette question d'insécurité préoccupante dans l'arrière-pays, au-delà de Bangui? Quand j'ai pris mes fonctions, il n'y avait rien, zéro. Donc il fallait mettre en place d'abord tout ce qu'il faut sur le plan juridique, des textes, pour donner une vision claire à notre armée. C'est pour ça que je vous ai parlé de plan national de défense. Et il faut aussi une planification pour donner les moyens à cette armée en reconstruction, notamment la loi de programmation militaire. Et aujourd'hui, petit à petit, nous essayons d'équiper nos forces de défense. Ce n'est pas encore ça, parce que nous sommes pris sous le poids d'un embargo en direction de nos forces de défense et sécurité, qui est un poids pour nous, qui nous empêche vraiment de les équiper, ou à des amis, ou à des gens pour nous aider à leur donner. Et aujourd'hui, nous faisons un plaidoyer pour que le Conseil de sécurité puisse lever totalement cet embargo qui, pour nous, au stade actuel, nous trouvons que c'est un peu injuste. Parce que c'est une armée nationale, une armée républicaine qui, tous les partenaires nous aident à appuyer, mais cet embargo, nous trouvons que c'est injuste. Et nous demandons vraiment lever total de cet embargo. Ça nous empêche de donner des moyens. Bien au contraire, avec les levées partielles de cet embargo, nous essayons d'équiper, tant bien que mal, nos forces de défense pour les aider à remplir correctement leur mission. Monsieur le Président, est-ce que vous avez bon espoir dans les discussions que vous avez eues avec vos partenaires bilatéraux et multilatéraux que cet embargo sera levé à brève échéance pour que vous puissiez vous consacrer maintenant aux conditions de développement? Bien sûr, écoutez, nous avons, ça il faut le reconnaître, que nous avons eu beaucoup de soutien de la part de la communauté internationale depuis la crise jusque pendant et en ce moment où je vous parle, nous avons eu beaucoup de soutien de la part de la communauté internationale, il faut le reconnaître. Et bien entendu, sur les questions de l'embargo, nous continuons à discuter avec nos partenaires pour qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, si cet embargo avait un sens il y a quelque temps, mais aujourd'hui, ça n'a plus de sens. Comment une armée nationale ou une armée en construction, on n'a pas les moyens, on ne peut pas lui donner les moyens, on fait un embargo. Alors avec quoi cette armée va travailler pour remplir sa mission? Et de ce côté, les autres, les groupes armés, eh bien, il n'y a aucun contrôle. Et eux, les groupes armés, eh bien, se rapprovisionnent allègrement avec des armes. Et ils ont des armes de gros calibre, plus que même l'armée nationale. Donc, vous comprenez que en ce moment-là, nous faisons ce plaidoyer auprès de nos partenaires, de comprendre que au jour d'aujourd'hui, l'armée que eux, ils nous aident à construire, parce que nous travaillons avec le soutien de nos partenaires, mais il faut l'équiper, il faut lui donner les moyens pour que cette armée soit vraiment opérationnelle et remplisse sa mission comme nous l'avons défini dans notre plan national de défense avec des objectifs bien précis. Monsieur le Président, est-ce que aujourd'hui vous êtes satisfait de la marche vers le développement
tel que vous vouliez l'impulser en 2016? Évidemment, je vous ai dit que nous revenons de loin, de très très loin. C'est pour ça que je me suis permis de vous dépeindre très rapidement la situation qu'il y avait en 2015-2016. C'est une situation chaotique. Et dans ce chaos, ce n'est pas en 2 ans, 3 ans qu'on va remettre tout le pays en ordre. Mais je suis satisfait au jour d'aujourd'hui parce qu'il y a eu des avancées notables sur l'ensemble des pans, sur l'ensemble du domaine de l'État centrafricain. Aujourd'hui, dans le domaine de paix et de sécurité, vous voyez bien ce qui se fait. Aujourd'hui, on n'a pas encore véritablement la sécurité, la quiétude, mais le centrafricain voit le progrès qu'il y a dans ce domaine. Dans le domaine de développement, on a encore des défis énormes, comme vous le constatez, mais on a fait beaucoup de progrès. Justement, les indicateurs, Monsieur le Président, sur le plan de l'aménagement du territoire et la construction des infrastructures, qu'est-ce qui a été fait concrètement durant ces 5 dernières années? Eh bien, la liste est longue, je ne peux pas vous citer ça comme ça, mais si vous passez, comme vous l'avez dit, si vous passez dans la ville de Bangui, vous voyez aujourd'hui qu'il y a des immeubles, il y a le privé aussi, qui voit qu'il y a l'espoir, tout ça se met aussi à construire. Et donc, la ville renaît. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup de défis en termes d'infrastructure. Je ne veux pas dire qu'on a tout résolu en quelque temps, non. Ce serait pas juste de le dire et pas honnête. On a de grands défis. Mais aujourd'hui, on voit que les choses sont en train de s'améliorer. Et qu'aujourd'hui, l'État essaie de construire pour justement avoir des infrastructures pour permettre de remplir correctement sa mission. On voit aussi que le secteur privé, que les Centrafricains se mettent aussi à construire des immeubles. On voit un peu, il y a des aménagements. Les rues, on essaie de travailler pour améliorer la circulation dans la ville de Bangui. J'ai inauguré les travaux, lancé les travaux de la route de l'aéroport. Quand vous venez de l'aéroport, vous voyez que cette voie est complètement dégradée. Aujourd'hui, on va, dans quelques jours, commencer les travaux sur cette voie. Et l'autre voie aussi, ça va être... on va remettre ça au goût du jour. Donc, il y a autant de choses que je peux vous dire au niveau des infrastructures, mais il y a encore des défis. Est-ce que vous êtes suffisamment soutenu par les bailleurs de fonds internationaux pour répondre de façon efficiente à ce défi-là? Suffisamment, je dirais, pas suffisamment, mais nous avons, il faut le reconnaître, nous avons été soutenus par la communauté internationale. Aujourd'hui, nous sommes en programme avec le Fonds monétaire international. Nous avons un premier programme qui est terminé dans de très bonnes conditions. Nous avons repris un deuxième programme avec une facilité élargie de crédit sur lequel nous travaillons pour améliorer notre gouvernance et aussi permettre à d'autres bailleurs de venir. Nous avons le soutien, mais vous savez, ce n'est pas suffisant parce que le pays revient de loin. Il faut beaucoup d'investissements. Vous savez que nous avons encore des déplacés dans le pays. Donc il y a des interventions dans le domaine de l'urgence humanitaire sur lesquelles nous travaillons. Avec les choses se compliquent aussi avec la pandémie, au Covid. Nous avons aussi un certain nombre des épidémies sur lesquelles nous travaillons, mais nous avons des progrès aussi dans le domaine de la santé, des progrès énormes hein, que l'on reconnaît, qui est mondialement reconnu. Par exemple, dans le domaine de vaccination, couverture, il y a plus de 20 ans, on avait un taux de couverture vaccinale de 54%. De 2017 à 2018, nous avons fait un bond jusqu'à 80%, 81% de couverture vaccinale. Ce qui est important. Et aujourd'hui, nous sommes un pays, on nous appelle un pays champion dans le domaine de la vaccination. Ça, c'est un progrès énorme. Nous avons lancé aussi les 10 domaines d'impulsion présidentielle pour la santé, la couverture santé universelle. Donc, ça aussi, ce sont des axes sur lesquels nous travaillons pour l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Il y a bien d'autres axes
aujourd'hui sur lequel nous travaillons, où on a des progrès. Monsieur Vous voyez, par exemple, au niveau de la jeunesse, la crise que nous avons connue, c'est quoi? C'est parce qu'il n'y a pas d'espoir pour les jeunes. Les gens, ils regardent que l'horizon est bouché. Ils ne voient rien. Aujourd'hui, nous tentons de leur donner l'espoir. Déjà dans le domaine de... Parce qu'il n'y a pas d'emploi. Les jeunes n'ont pas d'emploi. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, Justement, Monsieur le Président... Ils écoutent Justement, Monsieur le Président, oui. vous avez dit que vous sortez de loin. Et qu'est-ce que vous pouvez donner comme gage à ces investisseurs qui aimeraient s'installer en Centrafrique? Parlons d'abord des jeunes, je reviendrai sur votre question. Oui. Je parlais des jeunes par rapport à cette crise. Aujourd'hui, les jeunes, on doit leur donner l'espoir. Qu'est-ce que nous avons fait? Depuis, dans l'histoire de la République centrafricaine, nous sommes à intégrer dans la fonction publique des jeunes qui ont été formés et qui sont là. On a commencé. C'est difficile dans le cadre de notre économie parce qu'il faut faire l'équilibre entre la masse salariale et nos ressources et tout ça. Mais nous avons pris l'engagement de recruter. Aujourd'hui, on a recruté en 4 ans, on a recruté plus de 3800 nouveaux fonctionnaires. Dans l'armée, parce qu'il faut rajeunir notre armée. On a commencé et aujourd'hui, on doit recruter plus de 1023 jeunes par an dans les forces armées. Ce qui fait que les jeunes ont de l'espoir. Et là, on vient de faire un test pour recruter 2600 jeunes. Il y a une première vague qui a été formée, une deuxième vague va entrer bientôt. Et dans plusieurs secteurs. Mais ça, c'est l'État. Ça, c'est l'État, mais l'État a ses limites dans le cas de l'emploi. Pour nous, c'est le secteur privé qui va permettre de donner du travail au centre. C'est là où il y a les niches d'emploi. Et pour ça, il faut un secteur privé développé. Et là, nous travaillons dans ce secteur-là, notamment avec la Banque mondiale, avec la Société financière internationale, pour que nous créions les conditions pour qu'il y ait des investissements privés. C'est le secteur privé, quand ce secteur va se développer, va créer les richesses et permettre aussi de régler le problème de l'emploi des jeunes. Donc, d'abord, on va commencer par améliorer la sécurité juridique, parce que c'est ça aussi qui crée des problèmes, la sécurité juridique des investissements. On va améliorer, disons, nos textes, les chartes d'investissement pour attirer, et puis aussi sur le plan des autres secteurs, notamment les secteurs productifs. Nous avons le code minier, le code forestier, tout ça pour donner des éclaircies, une visibilité très claire dans le secteur, pour attirer, pour que les gens qui viennent, ils sachent exactement qu'est-ce qui les attend, qu'est-ce qu'on demande, et ainsi de suite. Donc, et puis il y a une lutte farouche contre la corruption. Parce que ça, là, c'est ça aussi qui plombe l'économie d'un pays. Donc nous travaillons pour lutter contre la corruption et contre les détournements de deniers publics, contre les mauvaises manières de faire. C'est pour ça qu'on a mis des institutions, la haute autorité de la bonne gouvernance, pour permettre justement de lutter contre cela. Donc voilà, tous ces éléments vont nous permettre justement d'attirer des partenaires dans ce secteur. Nous avons organisé plusieurs rencontres ici avec des bailleurs de fonds, soit ici à Bangui, c'est des plateformes où on présente les secteurs du pays, les opportunités d'affaires ici en République centrafricaine. À l'extérieur aussi, j'ai moi-même participé à Bruxelles, notamment à des forums, à un forum sur la République centrafricaine où on a présenté des opportunités d'affaires. Mais ça ne suffit pas, nous devions continuer à travailler dans ce sens-là pour que notre secteur privé. Et nous avons aussi, même sur le plan national, parce qu'on s'occupe de ceux qui vont venir, oui, mais il y a ceux qui sont sur place, à travers leurs associations, notamment JICA, qui vient de nous faire des propositions sur lesquelles le gouvernement est en train d'y travailler. Nous avons pris du temps pour examiner, parce qu'ils ont fait un rapport, ils ont décrit comment ils voient la situation et quels sont leurs... Et donc, on va s'occuper de cela pour que, à travers ceux qui sont ici, le secteur privé, d'autres
pourront venir. Donc, c'est ça les perspectives Ok. de ce que nous sommes en train de voir. Monsieur le Président, vous avez parlé du secteur minier. Il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ce que, pour ce qui est de l'or, du diamant, que certains obtiennent des autorisations sans que l'Assemblée nationale n'ait donné son quitus, en violation de l'article 60. Alors, donnez-moi un cas. La Russie, Quelle est la Russie? les Russes, Les Russes font quoi? ils exploitent l'or, le diamant en Centrafrique. Écoutez, vous voyez, il y a beaucoup de choses que les gens disent Oui. pour enfoncer un pays et qui n'a pas besoin de ça. Qui n'a pas besoin de ça. Ce secteur est bien encadré par un code. Et la Constitution dit bien que lorsque vous donnez des permis, ça doit passer par une autorisation de l'Assemblée nationale. Aucun permis n'a été donné depuis que je suis là, et dans le cadre de cette Constitution, sans que ça ne passe par l'Assemblée nationale. Non. Nous essayons de respecter. Nous travaillons, d'ailleurs, nous n'essayons pas, nous respectons nos engagements. Évidemment, vous savez, il y a les réseaux sociaux, il y a ceux qui veulent ternir l'image du pays, ternir l'image de ce que nous sommes en train de faire pour notre pays, pour dire de ces choses. Qu'on me donne un exemple. S'il y a des partenaires qui remplissent les conditions telles que prévues par nos textes, eh bien, nous ne pouvons que, leur donner, puisqu'ils sollicitent et s'ils remplissent les critères. Donc vous ouvrez les portes de la à tout le monde. Centrafrique. Et il n'y a pas que vous parlez des Russes, mais il y a des Chinois, il y a des Français, il y a des Africains aussi qui sont là, qui travaillent dans le secteur minier. Donnez-moi un exemple de partenaire ici qui n'a pas respecté les conditions. Monsieur le Président de la République. Alors, non, excusez-moi, parce que je profite de cette question pour dire que, vraiment, pourquoi les gens continuent de faire mal à un pays pauvre qui ne cherche qu'à se développer, qui a beaucoup de défis? Alors pourquoi continuellement accabler un pays qui... Nous avons beaucoup de problèmes. Vous circulez dans la rue ici. Regardez le regard des gens. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent la paix. Ils veulent se développer. Alors, pourquoi continuer à les enfoncer par des choses comme ça? Parce que ça, là, ça se dit, et immédiatement, un partenaire dit, ben, là-bas, il y a ça, je ne peux pas venir. C'est pour cela. Ici, en République centrafricaine, l'or ou le diamant, ça ne se fait pas en catimini, ces exploitations-là. Ça se fait au vu de tout le monde. Il n'y a pas d'exploitation industrielle ici. L'exploitation demeure encore artisanale. Il n'y a pas de société industrielle qui exploite ici, aujourd'hui. Alors, on parle de quoi? Monsieur le Président, justement, si Equinox Télévision est là, on parle de quoi? c'est pour vous permettre de rendre intelligible tout ce qui est maladroitement colporté sur votre pays. Et je vous en remercie. Je vous en remercie, très sincèrement. Parce qu'on ne donne aucun exemple pour dire que telle société, on a octroyé un permis sans passer par l'Assemblée. Qu'on nous donne les exemples. Qu'on nous cite un cas. Un seul cas. Il n'y en a pas. Monsieur... On dit que, voilà, on ne peut pas passer par l'Assemblée. Non. Les textes sont clairs et on les respecte. Les textes sont clairs. Si des partenaires qui veulent venir, ils remplissent les conditions, on leur octroie le permis pour pouvoir, soit des permis d'exploitation, de recherche et ainsi de suite. On leur octroie ça. Monsieur le Président, oui. Est-ce que les Centrafricains tirent profit de l'exploitation minière ici dans votre pays? Est-ce que les caisses publiques en bénéficient réellement? Vous savez, on parle de la République centrafricaine en termes de diamants, d'or et tout ça. On a mis dans la tête des gens que ici, mais je viens de vous dire que l'exploitation de l'or et du diamant ici, pour l'instant, c'est artisanal. C'est des petits artisans qui... L'État ne tire que les taxes et les impôts à l'exportation sur ça. Et vous savez qu'aujourd'hui, il y a un embargo dans le cadre du processus du Kimberley sur tout le nord-est du pays où ce sont des zones de diamants, mais il y a un embargo.
il n'y a que la zone sud-ouest qui est une zone verte. Donc, la production est faible. Ce n'est pas ce qu'on connaît. Donc, l'État ne tire que les taxes sur l'exportation de ces ressources. Et il va de soi aussi pour l'or. Hein. Pour l'or, c'est la production est artisanale. Nous essayons de lutter contre la fraude. Nous avons mis en place un dispositif pour que, sur la fiscalité, parce qu'aujourd'hui, on a fait baisser la fiscalité, pour lutter contre la fraude, parce que beaucoup de diamants de l'or sortent par la fraude, et ça ne profite pas vraiment au trésor centrafricain. Si vous voyez le pourcentage de ce que nous tirons, que le trésor tire de l'or et diamants, c'est faible. C'est pratiquement insignifiant. S'il y a quelque chose, ça part par la fraude. Il y a l'embargo sur le diamant dans toute l'autre partie. Et nous sommes en train de nous battre pour que ces zones qui sont rouges, dans le cas de poursuite du Kimberley, on veut que ça devienne des zones vertes pour permettre à l'État de le faire. Mais pour ça, nous devions organiser. On a pris des dispositions. D'abord, sur la fiscalité. D'abord, pour la sécuriser, c'est-à-dire qu'on va essayer de créer, on est en train de créer une brigade minière pour poursuivre et arrêter les fraudeurs, hein, et aussi organiser le secteur, hein, tous les artisans miniers et autres. Donc nous sommes en train d'y travailler. Aujourd'hui, petit à petit, je crois que les choses bon, bien sûr, mais comment voulez-vous qu'on donne des fausses communications pour vraiment ternir l'image d'un pays? Bien sûr, par le passé, on entend des choses comme ça, mais les réalités sont là. C'est qu'il y a c'est-à-dire qu'on ne tire pas profit vraiment de ces ressources, puisque la production est encore artisanale. C'est ce qui d'ailleurs vous a révolté un jour, au point où vous avez dit que vous trouviez scandaleux qu'un pays de 623 000 km² avec près de 5 millions d'habitants regorge d'autant de ressources sans que le pays en tire réellement profit. C'est ça, c'est la réalité. Personnellement à cela. Notre entretien va tirer à sa fin bientôt, Monsieur le Président, mais quelqu'un que vous connaissez très bien a dit récemment, parlant des dirigeants centrafricains, au lieu de diriger, de conduire ou de servir le pays, les dirigeants ont en revanche régné à servir le peuple. Au lieu de construire le pays, de former et d'éduquer le peuple, de former et d'encadrer la jeunesse, nous nous sommes employés à les martyriser, à les dominer, à les manipuler ou à les instrumentaliser à des fins politiciennes. Cette phrase aurait pu être dite partout dans certains pays d'Afrique subsaharienne. Mais la personne, l'auteur de ces phrases fortes, a prononcé ce discours le 1er décembre 2020. Et ces phrases sont du professeur Archange Touadéra. Est-ce le résumé de la gouvernance centrafricaine, y compris le président de la République sortant, ou est-ce un constat de tout ce que ses prédécesseurs ont fait de la Centrafrique et qu'il n'entend plus voir régner dans son pays? Et qu'est-ce que vous faites dans les 5 prochaines années pour que cela n'arrive plus? C'est pour vous dire, et d'ailleurs, c'est ça notre vision, plus jamais ça. Et on s'évertue, et je le pense fermement. C'est pour cela que je demande à mes compatriotes de donner encore la possibilité de poursuivre ce que nous avons engagé, pour que définitivement, que les choses, qu'on ne regarde plus la République centrafricaine de cette manière, qu'on ne parle pas, quand on parle de la République centrafricaine, on parle de crise. Non, on doit changer l'image de notre pays, avec une amélioration de la gouvernance. Les moyens que nous allons mettre en œuvre ensemble pour éduquer notre peuple, pour son bien-être, pour le vivre ensemble. Et ça, il faut des grands oracles, il faut des visions. Et en disant cela, c'est pour indiquer à mes compatriotes la voie à suivre. Et ce que j'entends faire, ce n'est plus ça. C'est servir le peuple. C'est de l'éduquer et de travailler pour son bien-être.
Voilà les grands axes. Afin qu'on ne parle plus de Bangui, la roquette, mais qu'on parle désormais de Bangui, la coquette, qui sera revenue. Mais bien sûr, on y travaille. On y travaille. Petit à petit, on va améliorer les conditions de vie de nos concitoyens à Bangui, pas seulement à Bangui, parce que la République centrafricaine, ce n'est pas seulement Bangui. C'est l'arrière aussi, nos villes de province, parce qu'il y a plus de monde là-bas. Et il y a du travail. On doit aussi leur apporter le bien-être. Et nous y travaillons. Ce n'est pas facile. Justement, Monsieur le Président, parlons de l'amélioration des conditions de vie des populations. Le groupe de la Banque mondiale révèle qu'il y a environ 145 000 Centrafricains qui risquent de basculer dans l'extrême pauvreté du fait des effets dévastateurs du coronavirus et que cela a entraîné un ralentissement de l'économie de votre pays. Qu'est-ce que vous avez fait pour atténuer les effets du Covid-19, à la fois sur les ménages et sur le secteur des finances publiques et le secteur privé? Mais vous savez que cette pandémie, nous sommes un pays enclavé. Nous vivons aussi par rapport aux autres et comme cette pandémie. C'est une pandémie, donc ça touche l'ensemble des populations mondiales. Nous sommes aussi affectés. Dès que nous avons connu cela, le 14 mars 2020, nous avons déjà pris le devant puisque on suivait l'actualité, ce qui se passait ailleurs. Donc nous avons pris des mesures, dans ce cadre-là, des mesures de barrières pour permettre de limiter l'impact vraiment sanitaire mais ça nous a tout de même rattrapé et nous avons bien fait de le prendre. On a pris des mesures, on a mis en place un comité stratégique, un comité technique et tout ça pour traiter, préparer la riposte. Mais bien entendu, il y a les effets économiques de cette crise et même aussi les aspects politiques parce que vous voyez, c'est arrivé au moment où nous étions en train de préparer les élections. Donc tout est bloqué dans le monde. Il n'y a plus de transport, les gens sont confinés. Et ça a un impact sur la République centrafricaine qui vit aujourd'hui son économie où les recettes de l'État, c'est des recettes fiscalo-douanières. Donc aujourd'hui, s'il n'y a plus de transport, s'il n'y a plus d'échanges, donc ça joue sur notre économie. Donc nous sommes victimes de cela. Et ça a eu des répercussions sur nos populations, sur nos prévisions budgétaires. On a prévu une croissance de l'ordre de 5%, mais aujourd'hui, on peut s'estimer d'ailleurs les dernières prévisions autour de 0,8 ou 1%. Donc, vous voyez, nous ne sommes pas tombés dans la récession, mais quand même, ça réduit la croissance pour permettre d'accélérer le développement. Donc, il y a un impact. Mais nous sommes en train de travailler avec un certain nombre de partenaires. Je les remercie pour leur soutien, justement, de nous aider à ne pas vraiment tomber plus bas que cela. Et aujourd'hui, on essaie de reconstruire, de revoir notre économie en tenant compte de cette pandémie. Monsieur le Président de la République, notre entretien tire à sa fin. Equinox Télévision s'honore de ce moment que vous lui avez accordé, ce moment privilégié. Nous vous remercions. Et nous reviendrons certainement pour la campagne qui va s'ouvrir dans quelques jours, en espérant qu'on se reverra après les élections. En tout cas, merci beaucoup. Merci surtout de l'opportunité que le Equinox donne pour parler de la République centrafricaine, de ce que nous avons fait. Nous espérons, pendant la campagne, pour couvrir un peu, parce que c'est la démocratie, ça vous permet de voir aussi les propositions des autres pour aussi tirer pour éclairer nos compatriotes pour mieux faire leur choix. Mais nous pensons que nous sommes dans la bonne direction aujourd'hui. On est dans la bonne direction et nous avons fait des propositions pour Jeunes Sociétés. Le moment venu, nous allons présenter cela à nos compatriotes. Et ce serait l'occasion des débats, des échanges. Parce que c'est ça aussi. Il faut que les Centrafricains comprennent où est-ce qu'on veut les amener, qu'est-ce qu'on veut faire, est-ce que c'est pertinent.
Et je crois qu'il n'y a que vous, la communication, qui pourrait aider à une meilleure compréhension de l'ensemble des programmes. Et vraiment, je vous invite justement à ce moment important de la démocratie en République centrafricaine. Vous pouvez considérer que l'invitation est toute acceptée, Monsieur le Président de la République. Merci beaucoup. Je vous remercie d'avance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous remercions d'avoir pris de votre temps pour suivre cet entretien exclusif de Monsieur le Président de la République centrafricaine. Bonsoir. Equinox Télévision, au-delà de l'image, nous rendons compte. Le 7 juin 2009, le Gabon enterre son président, Omar Bongo. Autour du cercueil, la France-Afrique est réunie. France-Afrique, une histoire vieille de 50 ans. En 1960, les 12 colonies que la France possédait en Afrique noire accèdent à l'indépendance. 2 ans plus tard, en 1962, après des années d'une guerre fratricide, l'Algérie devient à son tour indépendante. Entre ces 2 événements majeurs de l'après-guerre, un point commun, le pétrole. Pétrole du Sahara algérien définitivement perdu par la France, pétrole des anciennes colonies françaises récemment découvert. C'est là, en Afrique noire, que la France va désormais s'approvisionner. Mais le général de Gaulle ne veut prendre aucun risque. L'obsession pétrolière sera constante tout au long de la carrière du général de Gaulle. L'indépendance nouvellement acquise de nos anciennes colonies ne doit pas être un obstacle à la sécurité de nos approvisionnements énergétiques. C'est pourquoi, sous la haute autorité du général de Gaulle, 2 hommes issus des services secrets de la résistance vont mettre en place un efficace système de contrôle de ces nouveaux États qui va, au fil des années, prendre le nom de France-Afrique. Jacques Foccart et ses réseaux d'influence nomment, contrôlent, protègent les nouveaux présidents africains dévoués aux intérêts de la France. J'ai été un homme de Foccart. Et tu as fait ce que M. Foccart me demandait. Pierre Guillaume, un autre fidèle du général de Gaulle, crée la compagnie Elf, bras armé de la République, dont les revenus colossaux financent les services secrets et leurs actions clandestines en Afrique. Actions organisées par Jacques Foccart. Notre politique était très claire, c'était la défense des régimes en place. Nous étions impliqués directement, si vous voulez, dans l'évolution de l'Afrique. Ce système perdure sous les présidences de Georges Pompidou et Valéry Giscard d'Estaing. L'arrivée de la gauche au pouvoir en 1981 laisse penser que tout va changer. Il n'en sera rien. François Mitterrand maintient les réseaux occultes créés par Jacques Foccart. À la fin des années 80, la France a toujours autant besoin du pétrole et de l'uranium du continent noir. Mais les règles du jeu vont radicalement changer. Il y a 10 millions d'années, 100 millions d'années de travail qui a été fait par la Terre pour transformer les algues en pétrole. Ces années-là sont des années gratuites. Alors on va trouver du pétrole dans des conditions extraordinairement bon marché et on va le vendre à un prix élevé puisqu'il est en concurrence avec d'autres sources énergétiques. Donc ce différentiel